bonjour à tous. On est super heureux déjà d'accueillir Émile Bravo, en fait, qui est venu nous voir à Lyon pour l'occasion de la sortie de son Spirou, notamment du coup le 3e tome de l'Histoire malgré tout. Du coup, on va revenir un petit peu sur une petite présentation rapide. Ce que je disais à Émile, c'est que tout le monde n'est pas forcément BD-phile dans la salle, il y a des gens qui sont aussi des passionnés d'histoire. Et pour remettre un petit peu Spirou dans le contexte, en fait, beaucoup pensent que Spirou a été créé par Franquin. Le gobelet. Ah, le gobelet, pardon. Désolé, gobelet. Toujours. Donc que Spirou a été créé par Franquin, et en fait son créateur au départ, je dis son créateur parce qu'on parle de Robvel, d'après une idée de Jean Dupuis qui voulait lancer un nouveau quotidien pour la jeunesse du coup, et ils sont inspirés du groom. Et alors ce qui est marrant, c'est que Robvel, lui, avait été steward à bord des paquebots. Donc il connaissait déjà un petit peu le métier de groom, ce qui l'a aidé un petit peu après à écrire le personnage, qu'il écrivait en collaboration avec son épouse, du coup ce qui signait Davine. Et voilà, donc la naissance de Spirou en 1938, c'est cette fameuse planche que beaucoup de dessinateurs connaissent, où on a l'artiste en fait qui peint Spirou et qui sort de la toile. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en place. Mais les histoires de Spirou sont assez fantaisistes. On voit l'aventure de Spirou avec les robots. Je ne sais pas si tu connaissais cette image, du coup. C'est complètement barré. Ouais. Mais on a déjà des personnages qui vont faire leur apparition, comme Entresol, du coup, que tu as mis en scène déjà. Que je fais mourir, même. Ah oui, en plus. Que je fais disparaître. Mais qui est hyper important dans le journal d'un ingénu. C'est vraiment la némésis de Spirou. C'est-à-dire qu'il est là tout le temps et qu'il passe son temps à lui créer des problèmes. Donc ce personnage-là. Et il faut savoir que Spirou, sous l'occupation, c'était déjà des projets auxquels d'autres auteurs avaient essayé de s'atteler, notamment Yves Chaland et Yann, qui en 87 avaient commencé un projet qui s'appelle le Groom Vert de Gris. Et Chaland avait dessiné le Moustique Hotel et commencé les créations de personnages. Je crois qu'il y a quelques planches qui sont faites, qu'on peut voir dans un recueil qui s'appelle Les Inachevés. Mais en fait, le projet n'a jamais abouti. Je crois que c'était leur 2e ou 3e projet autour de Spirou. Celui qui aboutit, c'est Cœur d'Acier. Et le projet a été supprimé en cours de parution dans le journal. Et aussi, on a, en même temps que je pense que tu faisais le journal d'un ingénu, il y a Olivier Schwartz et Yann qui ont repris l'histoire du Groom Vert de Gris en la modifiant quand même plutôt pas mal. Alors j'ai mis 2 planches en côte à côte parce que c'est rigolo de voir le Spirou de Schwartz en fait qui est poursuivi par les Allemands, et le Spirou, ton Spirou, Émile, qui échappe aux Allemands aussi, mais du coup c'est beaucoup moins rocambolesque, on va dire. C'est plus un super-héros du coup, Spirou. Tout de suite, tu as voulu le traiter beaucoup plus réaliste. Oui, je m'imagine en train d'être poursuivi par la Gestapo. Je peux pas faire ce que fait Spirou là sur la page de gauche. C'est trop périlleux ça pour moi, non. J'ai lu quelque part en fait que tu avais déjà storyboardé ton histoire complète, plus de 300 pages avant d'attaquer le moindre ancrage. Ben oui, et en fait, je sais pas s'il y avait des gens qui étaient là tout à l'heure quand j'ai présenté l'expo avec Benjamin. Je parlais de ça en fait. En fait, ce que vous voyez là, moi j'appelle pas ça un storyboard. Pour moi, c'est mon écriture. C'est mon écriture manuscrite. C'est-à-dire que j'ai du mal à envisager l'écriture de bande dessinée autrement que ça. C'est-à-dire que, en gros, quand je crée une bande dessinée, je vois, j'ai les images. Donc, comme j'ai les images en tête, je vois l'interaction entre les personnages, je vois ce qui se passe. Donc, les dialogues arrivent en même temps que les scènes. C'est-à-dire qu'en fait, je disais tout à l'heure en fait que ce qui est le plus important en fait dans une bande dessinée, évidemment c'est l'histoire, mais ensuite quand on déroule en fait cette histoire, c'est les personnages, c'est les attitudes, les expressions des personnages, évidemment qui vont de pair et qui vont avec le dialogue, qui sont indissociables du dialogue. Donc tout arrive en même temps. Alors si vous voyez, on voit que c'est dessiné en bleu par exemple, on voit dessiné et écrit en bleu, parce que si vous regardez le texte c'est pareil en fait, il est écrit en bleu. Et ce bleu en fait c'est intéressant je trouve parce que en fait c'est ce qu'on appelle ce que moi j'appelle le fantôme de la création. C'est-à-dire que c'est là où ça apparaît, c'est dans mon esprit, je vois la scène et tout, et
ça sort comme ça, je le dessine en bleu pour pas que ça. Parce que si je faisais ça au crayon noir, ce serait ce serait très sale, ce serait illisible. Donc ça me vient, je sens ce qui se passe et c'est là où en fait, hop, une fois que j'ai saisi la scène, voire la page. Parce qu'en fait, une page, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a une double page ou une double page, mais en tout cas, une fin de page, ça doit amener le lecteur à suivre, quoi. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose. Et bien, une fois que c'est bien clair, je repasse rapidement au crayon. Mais ça, c'est moi, tant que j'ai pas fait toute mon histoire comme ça, je me lance pas dans la mise au propre, en fait, dans l'ancrage. Et du coup, il y a des... Tout est écrit d'abord avant de. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'appelle. C'est pour ça que j'appelle ça mon manuscrit, parce que je compare ça souvent à l'écriture, la littérature. Et quelqu'un ne se lance pas. Moi, je pense que à l'époque où, par exemple, je ne sais pas, où il n'y avait pas de machine à taper, on était bien obligé d'écrire en fait tout le manuscrit avant de l'envoyer à l'imprimerie. Alors moi je considère que la mise au propre en fait de dessin, c'est-à-dire à l'encre, en fait, c'est l'imprimerie, parce que c'est moi, je suis une sorte de machine technique qui met ça, enfin qui fait un ancrage. Mais ça c'est le manuscrit et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est là où en fait on crée vraiment toute l'histoire. Mais comme c'est de la bande dessinée, c'est une écriture dessinée où il y a tout déjà qui apparaît. Vous voyez, c'est totalement lisible. Et c'est à tel point lisible que je m'en sers comme crayonné, en fait. Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'agrandis, ça c'est un format A4, hein, c'est fait sur une feuille de papier, ce qu'on papier machine. Papier machine, voilà. Et ensuite, j'agrandis en format A3, on a la photocopieuse, et par transparence, je fais un crayonné qui me permet de faire ça. Mais c'est exactement, si vous voyez bien, c'est les expressions et les attitudes sont exactement les mêmes, mais parce qu'elles sont reprises par transparence, en fait, sur une table lumineuse. Et voilà quoi. Mais ça, c'est l'aspect technique. Ce qui est passionnant vraiment quand on crée une histoire, c'est ça. Ça, c'est juste du boulot, quoi. C'est technique. C'est plaisant aussi, mais c'est un travail d'artisan. C'est très bien l'artisanat. Moi, j'aime bien je sais pas, le bel ouvrage et tout. Je pense qu'on trouve quelque chose aussi là-dedans. Mais le travail vraiment de création pure, c'est là-bas, quoi. C'est l'écriture, en fait. C'est quand tu retrouves, je sais pas, 3 ans après que tu retombes sur une planche, tu restes sur tes rails ou des fois tu te dis je vais peut-être modifier ça ou ça j'en ai déjà parlé. Non, tu restes sur ton canevas. Je sais pas, tu l'as fait il y a combien de temps? Avant de me lancer sur la mise en propre, ça a mis 4 ans. 4 ans d'écriture, manuscrit comme ça, dessiné pour écrire toute l'histoire. Et après, 4 ans après, effectivement, quand je me mets à mettre ça au propre, je relis et tout, mais il m'est arrivé en fait parfois de vouloir changer des choses. On me dit est-ce que ce serait pas mieux comme ça? Et en fait non, parce qu'en fait on s'aperçoit que à l'époque où je l'ai fait, j'étais vraiment dedans, j'étais complètement imprégné, et rien n'est gratuit, et que si je l'ai fait de cette façon-là, c'est parce que pour ce qui suit, je suis plus dans un état second en fait, parce que quand on t'es plus dans la création d'histoire, en fait. exactement. Donc en fait, cette intervention finalement souvent, non, c'était pas la peine. Ou même des fois, il m'arrive même de changer un mot, de dire c'est marrant, pourquoi j'ai mis ce mot-là, mais en fait c'est juste pour éviter une répétition à la page d'après. Tout ça a été bien sûr, pensé. Que ce soit bien cadré, bien huilé. Voilà. Documenté. Puis il y a toujours le risque, si tu reviens sur un truc, je pense aussi peut-être de créer une modification qui peut altérer à un autre moment l'histoire. Je suis plus dans le jus, quoi. Donc il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas toucher. Voilà. Alors, donc notre histoire commence, c'est un premier tome du coup, avec l'Exode. Parce que nous en France on connaît, quand on nous raconte la débâcle et l'Exode, c'est pas qu'on est nombriliste, mais on pense à notre histoire et à toute l'histoire autour de l'arrivée des Allemands, l'Alsace-Lorraine, tous ces trucs-là. En Belgique, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes gens qui sont touchés quelque part aussi. Comment tu t'es documenté et comment tu as trouvé du coup sur la Belgique? Parce que c'est pas évident, quand on parle Exode 40, généralement c'est que des photos de la France. Après, on trouve
quand même pas mal de documentation sur la Belgique, sur l'agression allemande, parce que bon, contrairement à la France qui avait déclaré la guerre à l'Allemagne, les Belges ils n'ont rien demandé à personne, ça leur est tombé dessus, et voilà. Donc c'est plus là aussi, il y a pas mal de documentation sur le fait, sur cette surprise, quoi. Enfin bon, ils connaissaient déjà ce truc parce que ça leur était déjà arrivé en 14, donc voilà, quelque part ils sont pas super étonnés, mais voilà. Bon après, moi je me suis, comme je dis, j'ai surtout utilisé en fait un document, un livre. Bon, j'ai lu beaucoup de choses, mais pour le quotidien. Peut-être pas pour l'Exode, hein, parce que il en parle quand même un petit peu de l'Exode. Mais enfin bon, j'ai utilisé un livre en fait qui a été écrit par un juriste de l'époque qui écrit une sorte de journal. Tous les 6 mois, il faisait un compte rendu en fait de ce qui se passait en Belgique, savoir comment était le rationnement, ce que pensaient les gens, et tous les 6 mois il écrivait ça, et en fait. Finalement, en fait, c'était un journal qu'il envoyait en fait à Londres au gouvernement belge qui était en exil à Londres pour qu'il garde le contact, pour qu'ils savent un petit peu ce qui se passe dans la population belge, pour rester en contact avec les. D'accord. Ouais. Et ça, c'est fantastique d'avoir ça parce que ça a été écrit au moment même. Donc en fait, le type vous écrit qu'en gros. En 40, les Belges pensent évidemment que l'Allemagne va gagner la guerre, que l'Angleterre va être rapidement conquise, et puis qu'il va falloir que la Belgique trouve sa place dans ce nouvel ordre mondial. Et tout ça, on comprend l'état d'esprit des gens, des Belges de cette époque-là, et ça nous aide vraiment à nous imprégner dans l'époque, sans le recul. Parce que nous, on sait que ça va durer 4 ans, mais eux, à l'époque, ils ne savaient pas. Ils pensaient, la plupart des gens pensaient que c'était la nouvelle idée du monde, de l'Europe, que la démocratie, finalement, ça ne marchait pas, qu'il valait mieux être dirigé par des hommes forts, après la grosse crise économique de 29 et 31. Donc c'était pour l'idée de démocratie, pour nous, me paraît évidente, mais bon, et pas pour tous. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, quand on voit la Pologne, la Hongrie, la Turquie, bref, on voit que c'est pas très clair. Bon, à cette époque-là, en France, et en Belgique, c'était la même chose. Après le chaos, de toute façon, on se rattrape on cherche à se relever, et à ce moment-là, on se rattrape à ce qu'on a autour de soi. Et là, en l'occurrence, c'était le fascisme ou le nazisme, quoi. Et voilà, il fallait continuer à vivre, et c'est tout. C'est ça qu'on a du mal en fait aujourd'hui à comprendre, et c'est intéressant de vraiment le jugement tout de suite. Et non, les gens étaient prêts à dire adieu à la démocratie, quoi. Du coup, tu nous plonges 2 héros de bande dessinée, je ne sais pas si à l'époque c'était hyper populaire, Spirou, parce que Tintin, on en reviendra après, était très populaire à l'époque, mais du coup, ces 2 héros qu'on connaît bien, notamment par J.G., Franquin, puis tous les dessinateurs ont suivi, parce que j'ai regardé, je crois que tu es le 13e qui s'empare un peu du personnage. Ouais, le 13e, ça porte malheur. Non, au contraire. Et en fait, on retrouve un Spirou plus jeune qu'on connaît dans les aventures de Franquin, qui est aussi un ingénu, comme tu dis dans le journal d'un ingénu, c'est-à-dire qu'il découvre le monde, c'est un adolescent, je sais pas, je lui donne 15-16 ans à peu près, non, je sais pas. Par là, oui. Et Fantasio qui est l'adulte, un peu du tandem, mais du coup, souvent on a l'impression que c'est quand même Spirou qui a plus la tête sur les épaules que lui. Fantasio a exagéré son côté un peu fantasque et qu'il avait au début des histoires de JG, où il est complètement déluré. C'est ça, c'est pas moi qui ai inventé ce personnage. Non, tout à fait, au départ, moi ce que je trouve par exemple dommage aujourd'hui dans les aventures de Spirou Fantasio, c'est que maintenant Spirou Fantasio se ressemble trop, quoi. Alors qu'avant c'était un peu comme grand Astérix échalas, type des jeunes, complètement fantasque, il était ultra farfelu, et c'est ce qui était drôle en fait. Oui, tout à fait. Il était à côté de la plaque, quoi. Donc comme moi je fais l'avant Franquin, donc on peut imaginer que c'était encore pire avant. Donc voilà, c'était ça. Oui, c'est là où on commence vraiment à s'amuser avec ce personnage. Tout à fait. Et puis pour Spirou, il est plus jeune parce que c'est l'avant Franquin de toute façon, quoi. Il se laisse beaucoup plus guider par ses émotions aussi. Oui, bien sûr. Sur le jugement. Et je pense qu'il est un petit peu plus vieux que le Spirou de Rumpel qu'on a vu au départ, qui est vraiment un enfant. Oui, tout à fait.
c'est raccord. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé en fait tout l'épisode de l'Exode parce que je pense que tu arrives bien à expliquer aux enfants ce qu'avait subi cette jeunesse à cette époque-là. Après on verra aussi avec l'actualité, mais c'est quand même des sujets qui sont extrêmement contemporains. Donc c'est vrai que est-ce que tu essayes quand même de transmettre ça aux gamins, c'est-à-dire leur dire voilà. Ce qu'on vit aujourd'hui, ce que vous entendez à la télé, oui. Vos parents aussi ont vécu ça. Quoi. Bien sûr, enfin, bien entendu. Oui. Je te pose la question, en fait, c'est évident. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui. Bon, après, il y a des trucs. Il y a des choses en fait, qui moi me paraissent tellement important en fait, des thèmes, par exemple l'immigration. En fait, évidemment, on pense tous à l'immigration, on pense tous en fait, les Belges sont devenus des migrants à cette époque-là, donc on se rend pas compte de ça, parce qu'on se dit finalement comme ça a duré. Le traumatisme en France a été tellement grand qu'on a oublié tout ça, mais quand les Belges ont commencé à quitter la Belgique parce que les troupes allemandes avançaient, sont arrivés en France. Ils ont quand même les Français ont fermé la frontière pendant 24 heures. Hein. C'est ce que je raconte, c'est vrai. Hein. Donc parce qu'ils se sont dit oh là, c'est quoi ça? Attendez, il faut rester dans le pays là. Non mais il faut nous faire confiance. Et là, quand on entend ça, on se dit oh mon Dieu, c'est récurrent en fait. Il y a un petit souci. Et tout de suite ça fait. J'espère que les gens en fait comprendront. Enfin. Je recherche l'empathie des gens, donc à travers en fait ce genre d'événements, on se dit vous pensez que les migrants c'est des gens qui arrivent d'un autre continent et tout, non, ils peuvent aussi, ça peut vos voisins et les plus proches, quoi. Il n'y a pas plus proche au niveau national qu'un Belge, d'un Français, d'un Wallon. J'ai lu un peu que tu étais aussi quelque part aussi un peu un enfant de l'Exode. Carrément, oui. Donc c'est pour ça aussi. Je l'évoque aussi. Je suis un fils de républicain espagnol qui a fini en fait à Argelès. Il a passé la frontière avec son régiment et il a été parqué dans un camp. Alors c'est ça aussi, c'est important. J'en parle pas, mais je sais que mon père, quand il m'en parlait, pour lui, il parlait de camps de concentration. À tous les camps en fait qui ont été construits dans le sud de la France pour accueillir en fait les réfugiés espagnols, on appelait ça des camps de concentration. Mais le terme s'est perdu après-guerre, parce que les camps de concentration, la découverte des camps, ça a été un tel trauma que tout de suite, ça a été, les camps allemands bien sûr, nazis, ça a été un tel trauma que tout de suite ça a été associé à l'horreur nazie. Et on a oublié ce terme en France, et c'est devenu des camps de réfugiés, des camps certains s'appelaient camps de rapatriement, mais le terme exact, et je me souviens que mon père me disait, quand il parlait de ces camps-là, il parlait de camps de concentration, tout le monde lui disait « Oula, c'était pas des camps de concentration ». Mais si, ça s'appelait comme ça, je suis désolé, ça s'appelait comme ça, effectivement. Et donc, son entrée en France, ça a été ça, quoi. Ça a été direct dans un camp, quoi. Et voilà, ça c'est encore une autre histoire, mais je suis issu de l'immigration, quoi, aussi. Et donc on en vient à Tintin, qui est, moi ce que j'ai trouvé amusant en fait dans ton histoire, c'est que Spirou devient un personnage de chair et de sang parce qu'il est confronté à la mort, à la déportation. C'est-à-dire que c'est la première fois dans une aventure de Spirou finalement où on a vraiment des civils et puis des innocents qui sont tués et en même temps des gens qui sont déportés, où on parle des enfants juifs, donc il y a des sujets hyper graves. Et en même temps, à ce moment-là, en fait, Spirou qui a perdu son boulot au Moustique Hotel, parce que du coup, j'ai l'impression que pour t'affranchir complètement de ce qu'avait fait Schwartz et Yann, tu bombardes l'hôtel direct. C'est-à-dire que voilà, ce que vous allez lire là, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé c'est une autre histoire, c'est un autre monde, et du coup là, Spirou est vraiment considéré comme un personnage réel. Et par contre, Tintin est toujours un personnage de fiction qui est très proche, qui est toujours présent dans la culture populaire. C'est le postulat en fait. Spirou a existé, Tintin est un personnage de bande dessinée. Et donc voilà. Et donc si Spirou a existé, vu qu'il a grandi dans les années 30 dans un orphelinat en Belgique, fatalement il connaissait Tintin. Tintin c'était son héros, quoi. Il devait lire le petit 20e. Dans un orphelinat catholique en plus, donc il lisait fatalement le petit 20e, donc c'est son héros. Obligé, voilà.
Donc après, quand il doit changer, ce qui se passe déjà dans le premier album, j'avais déjà joué avec ça dans l'ingénu, Oui. quand on lui dit « Oh, mais il faut absolument que, je sais pas, que tu t'épanouisses un peu, arrête change enlève cette livrée de groom, faut que tu te changes un peu, faut que tu trouves ton style. Et bah inconsciemment, il s'habille en Tintin, parce que c'est son héros, donc là, il se passe la même chose. Mais là, c'est pour d'autres raisons, c'est un peu par hasard qu'il se retrouve à s'habiller en Tintin, c'est parce qu'en fait, il veut se faire oublier, parce qu'il y a un incident avec des types de la Gestapo, et comme il est habillé en rouge, évidemment, on voit partout. On voit pas, voilà, donc si on veut se fondre dans la masse, rien de tel que de s'habiller en Tintin, parce que Tintin, à cette époque-là, il y avait énormément de gens qui s'habillaient comme Tintin, les culottes de golf avec la casquette et l'impair. Si vous regardez des photos de l'époque, vous trouvez toujours des gens habillés comme ça. Donc c'est se fondre dans la masse. Être Tintin, c'est se fondre dans la masse, d'être un anonyme. Et c'est ça qui me paraissait intéressant. Spirou n'est pas un anonyme. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé les petits parallèles que tu as fait. Parce que du coup, Hergé aussi, lui, est parti en exode, il s'est retrouvé dans un camp vers Toulouse, je crois, et après il revient en France. Et l'ironie du sort, c'est effectivement Spirou et Fantasio, dans ton histoire, qui rentrent vers Bruxelles une fois leur mission terminée. Donc j'en dis pas plus parce que je vais laisser les gens découvrir aussi. Au moment où Hergé du coup rentre à Bruxelles, Hergé va passer du petit 20e au soir parce que le petit 20e est interdit de publication. Et Fantasio, lui, va trouver un boulot dans le soir. Au soir. Donc c'est pareil, c'est toujours le même parallèle. Bon, ceci dit, au départ, dans mon histoire, je voulais qu'il rentre au Moustique. Le Moustique, c'est pas simplement l'hôtel. Il y a un journal, Moustique. Il y a un journal en fait qui s'appelle Le Moustique, qui existe toujours d'ailleurs, qui est plus une sorte de journal de programme télé et radio. Mais ça existait déjà à l'époque, et c'était un petit peu ça, c'était des programmes de TSF et tout. Et je voulais en fait, je voulais faire du Moustique, du journal Le Moustique, un journal de collaboration, comme elle l'était le soir. Mais les gens du Moustique ont dit « Oh non, et quand même, on n'a pas été collaborés, ils avaient été interdits de publication aussi, pour des raisons en fait, de pénurie de papier, ça arrivait souvent. Et du coup, je me suis rapporté au soir, à l'histoire du soir, qui est quand même le quotidien le plus connu belge, je pense. Le grand quotidien belge. Ils ont mis une équipe de gens du nouvel ordre, et voilà, et donc c'est devenu un journal de collaborationniste, quoi. Donc Fantasio s'est mis à travailler là-bas, mais bon, c'est pas vraiment par inconscience. Oui, bien sûr. Ouais. Il fait pas de politique. Fantasio, il connaît rien, Ce qui intéresse, c'est plus les recettes de cuisine, les caramels, l'uniforme de soldats allemands, et puis on ne leur demande pas plus. Non, mais j'aime bien en plus la plume de Fantasio. Et ce qui m'a plu aussi, c'est de retrouver en fait un principe que j'ai souvent vu chez Hergé et que je découvre chez Spirou, que tu utilises aussi, c'est le cauchemar. Pour expliquer un peu le ressenti d'un personnage, dans quel but justement toi tu l'utilises, du coup, ce procédé du cauchemar ou du rêve Alors déjà parce que quand je lisais effectivement Tintin, et là tu as mis une des scènes en fait hyper surréaliste, ça m'a vraiment, moi ça me marquait, je sais pas si c'est votre cas, si vous lisez Tintin, toutes les scènes de rêve de Tintin sont incroyables, quoi. C'est violente en plus. Ouais, elles sont violentes. Celle de Rascarcapate, ça fait hyper peur aussi. Il y a ça, on ne sait pas trop s'il est en train s'il a un cauchemar ou si c'est vraiment un délire. C'est hyper troublant, moi je trouve, l'univers du rêve, l'univers onirique d'Hergé. Et chaque fois, même encore aujourd'hui, quand je regarde la scène là, avec les parapluies, je cherche à savoir ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire ces parapluies? Enfin bon, bref. C'est beaucoup plus psychanalytique en fait ce qu'il a fait, mais en tout cas c'est très troublant. Et moi c'est cette idée du trouble en fait que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, et je me suis dit moi aussi j'ai envie d'utiliser ça, mais aussi pour donner un sens. Enfin, j'ai voulu préparer en fait le lecteur à ce qui allait venir, ou en fait le faire avoir Alors, ça permet de rentrer dans l'inconscient du personnage. Voilà, exactement, dans l'inconscient, puis aussi pour le lecteur aussi, pour le préparer quoi, au reste de l'histoire, quoi, en fait.
Comme avec le rêve, on peut tout se permettre. Et j'ai regardé après, je trouvais qu'en regardant les vignettes d'Hergé, tu vois, on retrouvait un peu aussi l'esprit des tableaux de Félix. Ouais. Tu vois, Aussi. le côté Oui. aussi, où là pour le coup, c'est clairement montré, c'est-à-dire qu'il y a un côté très surréaliste. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce personnage-là, parce qu'il y a une pléiade de personnages secondaires dans ton aventure, et notamment ce couple de Félix et sa femme Felka. Et à chaque fois, Félix explique sa toile à Spirou. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il lui ouvre un peu, c'est un peu son mentor au niveau artistique en fait. Oui. Autant en scène, mais peut-être son mentor politique, on va dire. Du coup, il est hyper intéressant ce personnage de Félix. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et après, on a l'impression qu'il ait une clé, quelque chose, mais on verra à la fin. On verra à la fin, d'accord. Je ne peux pas spoiler. Non. Ah oui, le scoutisme, on retrouvait un peu, donc, c'est parce qu'effectivement, les premiers dessins d'Hergé qu'on voit, c'était quand il illustrait les magazines de scouts dans les années 20-30, je crois. Et en fait, le scoutisme, on a l'impression que c'est hyper présent aussi dans l'histoire belge à l'époque, surtout qu'il y a beaucoup de scouts qui après sont passés, tu as un personnage qui est comme ça, qui passe du côté de la résistance. Quoi. Ouais, mais moi j'ai l'impression que la Belgique il n'y avait que des scouts en Belgique dans les années 30 en fait. Ils ont tous été scouts quoi, donc parce que normal ils étaient très catholiques, ils étaient bien encadrés par le scoutisme, et donc voilà, on pouvait pas passer à côté quoi. Ouais, mais du coup c'est pas complètement incongru que Spirou ait aussi été scout avant d'être groom ou après être groom, parce qu'on ne sait pas s'il va reprendre son boulot après. Et du coup, en marge des scouts, il y a aussi bien sûr des scouts beaucoup plus politisés que tu évoques dans l'histoire du coup. C'était aussi pour amener ça, pour montrer qu'en fait il y a, quelque part c'est l'embrigadement, que ce soit dans le scoutisme, c'est plein de bonnes intentions chrétiennes, mais on peut voir aussi que de la même façon, on peut endoctriner des gamins et vers le pire quoi. Donc c'était ça, c'est montrer cette opposition. C'est toujours cette idée de corps sain, de développer en fait des vertus chez les enfants, mais on peut aussi à travers ça les entraîner vers le pire quoi. On est à deux doigts d'avoir des enfants soldats. D'ailleurs, il caillasse les vitrines des magasins des juifs. Ont été tous les jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient dans les jeunesses hitlériennes. De toute façon, ils étaient tous obligés d'aller aux jeunesses hitlériennes. Mais après, tous ceux qui ont continué l'engagement et qui ont suivi en étant dans les Waffen-SS et l'histoire de la Panzer Division. Puis les derniers qui ont défendu Berlin, de toute façon, il n'y avait que des enfants. Les enfants, où ils sont tellement endoctrinés que c'est même pas. C'est un lavage de cerveau, quoi. Oui, tout à fait. C'était pour dénoncer l'endoctrinement, qu'il soit politique ou même religieux, parce que c'est un peu ça aussi. C'est un peu la même chose, tout ça. Donc je parlais d'une pléiade de personnages tout à l'heure, et il y en a un que j'aime beaucoup, donc c'est M. Anselme qui croise pendant l'Exode, qui les accueille dans leur ferme, qui soigne des blessés. Et en fait, je trouve que en ces deux strips, tu as réussi à expliquer simplement aux enfants en fait le pourquoi et comment du départ de la Seconde Guerre mondiale. Merci. Non mais c'est vrai, et je me dis c'est facile de trouver les mots pour parler d'histoire comme ça, de problèmes d'adultes graves aux enfants. C'est parce qu'en fait, quand j'en parlais tout à l'heure aussi, c'est un thème qui m'intéresse depuis que je suis gamin, puisque comme tu l'as dit, je suis fils de réfugiés espagnols, donc je cherche à savoir ce qui s'est passé. Il y a un événement très important dans ma vie, c'est quand mon père m'a dit... sans Hitler et Mussolini, en fait, t'existes pas. Parce que lui, il pensait que effectivement, c'est l'aide de Franco et de Mussolini et Hitler à Franco qui a permis en fait aux franquistes de gagner la guerre. Parce qu'ils avaient le matériel, sinon ils n'auraient jamais pu gagner. Bon bref, c'était son idée. Bon après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Je dis souvent que quand il m'a dit ça, je l'ai pris comme une affaire personnelle. Mais en fait, si vous regardez en fait vous tous, en fait, je pense que sans Hitler et Mussolini, vous n'existez pas non plus en fait. Du moins sans Hitler. Vu les bouleversements qu'il y a eu en Europe à partir de 1939, il y a sans doute vos parents, grands-parents ne se seraient pas rencontrés, à moins d'être dans un coin vraiment isolé où il ne s'est rien passé, à moins d'être issu d'une famille comme ça, qui n'a pas du tout été touchée par la guerre. La plupart des gens, vu tous les mouvements de population qu'il y a eu, donc tout le monde va se poser la question ce soir en rentrant, mince, mon père, ma mère, est-ce que vraiment... Non,
c'est assez clair, non? Oui, tout à fait. Et du coup, moi, le problème, c'est que moi, j'avais 8-10 ans, enfin, c'est pas un problème, hein, je trouvais ça très bien, en fait, qu'ils me disent ça. Et comme je vous disais, j'en ai fait une affaire personnelle, et du coup, en fait, je me suis toujours demandé comment l'inhumanité m'avait engendré. Donc, à partir de là, parce que c'est l'âge où on découvre ce qu'a été, c'est là où on commence à voir, en fait, des photos, des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, toute l'horreur nazie, et on se dit, sans ça, je suis pas là, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc depuis tout petit, depuis 8-10 ans, je m'intéresse à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre, à la première, et celle d'avant, et en fait, vu ce qui s'est passé pendant le XXe siècle, le massacre qu'il y a eu, que ce soit la première et la seconde, et quand on voit l'entre-deux-guerres, on se dit, mon Dieu, mais c'est la même guerre, c'est la même guerre. Enfin, je pense que dans 1000 ans, quand on parlera de cette époque, on se dira, la guerre mondiale, peut-être même qu'on associera aussi la petite guerre de 70, quoi, enfin, qui a créé quand même l'État allemand, avec son côté prussien, son idée en fait aussi de race supérieure, comme c'était à la mode au 19e siècle, quand on a découvert en fait l'anthropologie, où on a commencé à avoir ce genre de théorie. Et je pense que bientôt, on s'apercevra que tout ça, c'est très lié. Surtout que guerre 70, la Belgique, c'est quasiment sa naissance. Je crois que c'est 1830, la naissance de la Belgique. 1830, mais bon, là, ils n'ont pas été envahis, mais en tout cas, la première et la seconde, c'est la même. Oui, ils ont souvent été le cornichon entre les deux tranches de pain, quand même. Enfin, ou le jambon, plutôt, on va dire. Pour les Belges. Les Belges dans la salle, je voudrais pas, surtout. Les Belges. L'image n'était pas bonne. Donc voilà, en gros, quand on a un petit peu, tout ça pour dire que quand on a un petit peu de recul, si on s'intéresse à ça depuis l'enfance, on se dit, si on essaye de comprendre, plutôt que de devenir un spécialiste et de se dire, je connais tous les événements, je trouve ça intéressant, moi je suis un travail d'historien, de relier tous ces événements pour n'en faire qu'un, quoi. C'est comme ça, et quand on fait ça, on fait quelque part une synthèse, et c'est plus facile en fait d'expliquer en fait l'histoire aux jeunes générations quand on a fait la synthèse. Après avoir réfléchi à tout ça, c'est un discours que je mets dans la bouche d'une personne qui a une sagesse, une certaine sagesse, parce que sage de l'histoire. Et dans l'exposition, il y a un manteau du coup vert avec une étoile jaune. Ça m'a fait quelque chose quand je l'ai vu. Je crois que c'est la première fois que je voyais un manteau avec une étoile jaune. Et on se dit qu'une personne l'a porté, et on arrive sur cette planche en fait où petit Louis découvre en fait qu'il est juif en fait parce qu'on lui a collé une étoile jaune sur sa veste. Il était pas au courant. Et en fait j'adore comment ça arrive parce qu'il fait qu'est-ce que t'as à la poitrine, ma soeur est blessée, il fait non mais c'est étoile en fait. Et là pareil, il faut expliquer en quelques strips aussi aux enfants en fait. Parce qu'est la propagande. C'est ça. Et pas facile quand même, je pense que... Moi, c'est une scène qui m'a particulièrement beaucoup ému, je trouve qu'elle est hyper belle. Et c'est deux personnages très choux, en plus très attachants, les deux petits. Et on se dit, mince, même eux, ils sont pris dans la tourmente, et là, c'est chaud quand même. Justement, là aussi, si on veut faire comprendre ce genre de choses, il faut prendre les personnes les plus innocentes possibles, parce que c'est une telle injustice, donc allons-y. Donc prenons les deux personnages les plus mignons et disons, c'est eux qui sont en fait montrés du doigt, ils sont stigmatisés par la brutalité du nazisme. C'est aberrant, quoi. Donc c'est aussi pour faire prendre conscience aux enfants de ce que ça a pu être, quoi. Parce que moi, c'est un petit peu ça. Moi, quand j'ai découvert ce qu'a été le nazisme, comme je vous disais, en fait, j'étais très jeune, mais de savoir en fait que si j'étais né juif, moi aussi j'aurais pu être déporté et puis exterminé, quoi. C'est tellement terrifiant, quoi. On est avec toute la famille, quoi. Et c'est la seule chose qu'on a quand on est enfant, c'est sa famille. Et de savoir en fait que c'était possible à cette époque-là, quoi, c'est terrifiant, quoi. Et moi, je sais que ça m'a traumatisé, en fait. Quand j'étais gamin, j'en faisais même des cauchemars, quoi. Donc, mais du coup, tu as vachement de ton Spirou, il y a vachement de toi dans ton Spirou, parce que Spirou est traumatisé par ça aussi, dans la mesure où celle qu'il aime, Cassandra, qu'on a rencontrée dans le journal d'un ingénu, mais qu'on n'a pas encore revu dans l'histoire. ton histoire.
qui est un personnage central mais qu'on ne voit pas, est victime de déportation. Ça, on l'apprend, elle a été à Varsovie, dans le ghetto, et en fait Spirou passe son temps à s'inquiéter pour elle, mais il n'a aucun moyen en fait de... Oui, et en même temps, heureusement qu'il ne sait pas tout ce qui se passe, parce que sinon ce serait terrible. Mais en tout cas, là aussi, s'il a une prise de conscience, c'est parce qu'il aime en fait quelqu'un qui est stigmatisé par les nazis, quelqu'un qui est juif. Donc c'est le souci. Tout de suite, il a une prise de conscience. Que c'est pourquoi on en veut à la fille que j'aime. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, mais c'est intéressant aussi cet arc narratif. Je dis ça par rapport à parce qu'il a eu une éducation très catholique. Peut-être qu'on aurait pu lui inculquer l'antisémitisme aussi. Ouais, bien sûr, mais lui, comme il est très humain et il a un certain détachement vis-à-vis de ça, lui, ce qui l'importe avant tout, c'est elle. Mais aussi parce que dès le départ, tu as respecté aussi les règles en fait qui faisaient que Spirou qui avait été mis en place par Jean Dupuy-Revel. Voilà. Il répondait à des critères de moralité bien aussi. Sûr, bien sûr. Très boy scout du coup. Bien sûr. Et dans les bouquins aussi, il y a plein de petites anecdotes en fait qui sont du coup que tu places de temps en temps. Il y a cette histoire du camp du fort belge qui est pris par les planeurs allemands. Cette histoire de 3 types aussi qui arrêtent un train de déporter, c'est incroyable. Tout ça est vrai, et même ça c'est un gag. Hein. L'histoire de Fantasio qui a mis un terrain de foot sur Ebenheimel, sur la forteresse, sur le dessus le plateau on va dire, de la forteresse d'Ebenheimel. Ils avaient installé un terrain de foot pour la garnison, pour s'amuser et tout. Les types qui avaient, les officiers disaient quand même, faut peut-être sécuriser ça, on ne sait jamais. Ils ont fait une pétition, non, on veut garder notre terrain de foot. Et donc du coup les Allemands ont atterri sur le terrain de foot. Donc c'est pas un gag, mais ça ressemble à un gag. Mais... Du coup le terrain de foot, je pensais que c'était toi qui avais mis ton petit grain de sel. C'est pourquoi c'est en apprenant cette anecdote, je me dis oh là, ça sent du il y a du Fantasio là, il y a du Fantasio, donc on l'a intégré à ce gag. Oui, le train de déporter, du coup, qui se fait arrêter par 3 types. C'est une réalité aussi. C'est le seul train, en Europe occidentale du moins, qui a été arrêté, un train de déportés ratio. Il y a un train qui partait pour Auschwitz, qui a été arrêté en fait en Belgique par 3 résistants et qui ont ouvert des wagons. Ils ont ouvert 2 wagons. Il y a je ne sais plus, 200 personnes qui sont parties, mais bon, la moitié ont été rattrapées ou tuées. Ça a été un désastre. Mais au moins, ça s'est fait. Et ici, je dis souvent, si c'est fait en Belgique, c'est peut-être pas un hasard, parce que, en France, on ne l'a pas fait. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a cette idée, en fait, de ce qu'est la France. L'idée en fait du roman national français en fait qui peut justement avec ce vieux passif on peut dire il y a un vieil antisémitisme qui est là depuis la nuit des temps et puis un bon nationalisme qui a fait croire aux Français que la France existait toujours au travers avec Pétain à la tête de cet État qui se cache les yeux et qui ne veut pas voir en fait ce qui se passe humainement quand on déporte en fait des familles de juifs. Alors qu'en Belgique, c'est pas ça du tout. En Belgique, ils n'ont pas de romancée nationale. En Belgique, c'est un pays très récent. C'est un pays qui n'a pas de gloire nationale. On peut pas. En plus, avec 2 ethnies qui s'entendent pas forcément, avec vraiment deux cultures différentes. Avec un roi qu'on a mis, qui est sorti justement d'Allemagne, qu'on a mis là. Ils savent pas ce que les Belges eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont. Je pense qu'ils ont développé en fait cette autodérision, même ce surréalisme. Et ils se prennent pas au sérieux. Alors quand on déporte des familles, là ça les touche. Et je trouve ça. C'est pour ça qu'on les moque aussi depuis la France en fait. Aussi, parce que justement, il y a des générations. On se dit, c'est quoi ce pays en plus ils sont tout le temps envahis. C'est quand même la Belgique, c'est le terrain de jeu en fait des Européens. C'est là où il y a plus de batailles sur la planète, des batailles en fait de guerre. C'est la Belgique, alors que c'est un tout petit pays. Donc ils sont habitués à ça, ils sont blasés, il y a quelque chose par rapport à cette violence. Et du coup, je pense que ça leur permet d'avoir pas mal de recul et du coup, en fait, se réfugier dans l'humanisme. Je sais pas si vous connaissez la Belgique, mais ils sont super sympas, les Belges. En même temps, à la bande dessinée, on dit souvent franco-belge, donc s'il y a bien un truc qui nous unit à eux,
c'est bien la BD. Mais la plupart des auteurs sont belges. Oui. Ça aussi, c'est pas un de toute hasard. façon, c'était Parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Alors, Orwell est français, du coup. Oui, Orwell est français, mais bon, Orwell, c'est pas un Ouais, pays. non, parce que c'est Franquin et JG qu'on magnifié. Enfin, Franquin, surtout. Je sais pas, vous prenez n'importe quel BD qui a du succès de cette époque, qui a toujours du succès encore aujourd'hui, c'est des Belges. Que ce soit les Schtroumpfs, voilà, les Peyo, c'est les Schtroumpfs, Maurice, Lucky Luke, c'est belge. Black Mortimer, c'est du belge. Tintin, c'est du belge. Maurice, qui est aussi un de tes personnages, du coup, qu'on voit de temps en temps. Oui. Le petit Maurice, c'est plus un clin d'œil. C'est un clin d'œil, parce que Franquin avait croqué Maurice enfant. Il lui faisait jouer un rôle de petit faillot, alors c'est ça qui m'intéressait, donc voilà. Mais voilà, la Belgique, c'est un pays, quelque part, qui a une telle autodérision que c'est très intéressant. Je pense que si la BD vient de là, et s'ils sont capables aussi de faire des choses pareilles pendant le pire moment, ils ont fait un faux, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du faux soir. C'est-à-dire, ils ont fait un truc qu'on n'a jamais fait en France pendant l'occupation. Il y avait donc ce soir, le journal Le Soir, qui était un journal collaborationniste, et les résistants belges ont un jour ont fait une édition spéciale. En fait, ils se sont débrouillés pour enlever, pas partout en Belgique, mais du moins dans une grosse partie de Bruxelles et ailleurs, ils ont escamoté en fait le journal officiel et ils ont mis leur soir à eux. Donc c'était la même couverture, mais alors que des articles super bidonnants où ils exagéraient justement ce qu'écrivait le soir. Ils ont rajouté tellement des couches et des couches que c'était hyper drôle, quoi. Et en fait, ça a été distribué. Et ça a été terrible pour l'occupant, parce qu'en fait, il se foutait de la gueule en fait, de l'occupant. Et ça, le rire, c'est terrible. Et donc du coup, ça a été vraiment, ils ont fait, tout de suite la Gestapo est tombée, a fait son enquête, les types ont été retrouvés et fusillés. Et tout ça pour faire une blague. Il y a que les Belges pour faire ça, simplement parce qu'ils disaient, mais il faut se foutre de la gueule de ces types, quoi, parce que c'est pas possible. Ça, c'est ce côté un peu inconscient. Ouais, c'est magnifique. L'anecdote aussi, je ne sais pas si tu la connais, pour l'étoile mystérieuse, où c'est l'étoile mystérieuse de Tintin, où Hergé avait demandé à Casterman si dans le haut on ne pourrait pas mettre l'étoile mais en jaune en fait au milieu. Donc l'éditeur français lui a dit mais tu penses même pas, enfin. Il dit ah bon. Et en fait, Hergé, lui, du coup, sur cette période-là, il n'a pas fait d'album engagé, parce que, en fait, dans l'Étoile mystérieuse, en plus, ceux qui partent dans l'expédition, c'est que des forces de l'Axe. L'Étoile mystérieuse, c'est un album sur la guerre et la collaboration. Oui, sur la guerre et la collaboration. Ouais. D'ailleurs, au début, quand Bruxelles est en ruine, Tintin dit c'était juste un tremblement de terre. Enfin, comme si c'était passé. Il y a une double lecture qui est hyper intéressante. Ah oui, c'est la fin du monde. Cette fin du monde, c'est l'attaque allemande, en fait. C'est le chaos en Belgique, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Après. Et encore, il a enlevé la vignette, pour ceux qui connaissent un peu, il y a une vignette, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet album, quand c'est la fin du monde, il y a l'espèce de professeur fou, le professeur fou qui dit c'est la fin du monde et tout, et il a quand même dessiné, Hergé a dessiné deux juifs en disant tu entends ça, c'est le moment de faire des affaires, enfin bref, et ça c'est une case qui a été enlevée en fait à la Libération bien sûr. Déjà de la cancel culture à l'époque. Ouais. Ah mais carrément, mais c'est pour vous dire en fait dans quel état d'esprit était Hergé aussi à cette époque-là, comme la plupart des gens, c'est-à-dire en fait ils pensaient que l'Allemagne, parce que cet album a été fait donc en 40-41, la plupart des gens pensaient que l'Allemagne allait gagner la guerre, donc l'expédition qui part vers le météorite, la météorite qui s'écrase, enfin qui sort de l'eau, là, voilà. Elle est en concurrence avec les Américains. Aujourd'hui, maintenant, c'est un pays factice, Rico. Au départ, c'est les Américains. Le banquier juif, maintenant il s'appelait Bovinkel, mais avant il s'appelait Blumenstein. C'est ça. C'est ça, il faut comprendre tout ça. Et mieux encore, c'est qu'il a changé le nom du banquier de l'expédition parce qu'il avait reçu un courrier après-guerre, en fait, une famille qui s'appelait Blumenstein, où ils avaient pratiquement tous disparu à Auschwitz. Donc il a été très troublé, Hergé, il a changé de nom, il les appelait Blowinkel, et il dit « Mais vous savez quoi, Blowinkel c'est un nom juif aussi !»
l'antisémitisme, c'est vraiment, Mais c'est il vrai est que- ancré, quoi. Pour le coup, Hergé a été élevé aussi par le curé que tu montres, le père André, c'est ça qui est. Ouais, qui est une sorte de abbé Vallée. Oui. À un moment, je me suis dit, tiens, l'abbé Vallée, c'était pas André. Non, il s'appelle pas André, en fait. Mais c'est vrai qu'il est très très proche de ce personnage-là. Et à côté, mais il y a le pendant humaniste aussi. T'as l'autre Oui, prêtre qui est. parce que rien Voilà. n'est noir, rien n'est blanc, Mm. tout est gris. Et il y a un truc qui m'a aussi beaucoup intéressé dans ton album. Il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé en Merci. fait. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont tu traitais l'occupant. Et on le voit encore mieux dans la version noir et blanc, je trouve, que dans la version couleur. C'est-à-dire que quand on feuillette, de temps en temps, il y a des taches noires en fait sur l'écran, sur les pages. Et en fait, ces taches noires, généralement, c'est un Allemand, c'est une machine, quoi. Parce qu'à un moment, Fantasio leur dit ils vont bientôt les remplacer par des machines. Donc, il y a toujours cette ombre, en fait. La première fois qu'on voit les Allemands, d'ailleurs, c'est le sidecar où il y a deux yeux ronds blancs qui se retournent vers eux. Et en fait, c'est toujours des ombres. Hein. Bah oui. Ouais. Bah, l'idée, c'était ça, c'est que je voulus traiter pour diverses raisons. Alors déjà, pour créer une ambiance, parce que voilà, l'uniforme allemand, pour moi, il fait partie en fait de la machine de guerre, de la machine de destruction nazie. En fait, je pense que quand on porte un uniforme pareil, on est là pour tuer, quoi. Il y a Très quelque iconique, chose, hein, il a été Voilà. souvent repris, d'ailleurs. Voilà, et donc après, ce que je voulais aussi, c'est également, je voulais montrer que tu parlais de tâches, justement. Ouais. J'en parlais aussi tout à l'heure, je disais, en fait, ça représente cette chape de plomb qu'il y avait, parce que tous ces témoignages que moi j'ai recueillis en fait, depuis que je suis enfant, pour savoir en fait, comment les gens ont vécu l'occupation, ils me parlaient tous aussi de ce poids-là qu'ils sentaient en fait, de l'occupation, et c'est comme une chape qui nous écrase, et en fait, en traitant les soldats nazis de cette façon, je me dis, peut-être qu'on retrouve cette lourdeur, ce côté noir, qui est pesant. On ne voit pas les visages. Non, aussi, ouais. il faut pas, justement, pour continuer à les déshumaniser. Et puis surtout, en fait, j'ai voulu enlever toute la, comme je disais aussi, tout le côté, en fait, toute la, excusez-moi, je perds mes mots. Non, toute la, excusez, après la journée. toute la, merde. L'humanité, je pense. Non, je cherchais l'iconographie, Ah oui. l'iconographie, on va dire, Oui. tout le côté en fait graphique de l'univers du nazisme, qui est très élaboré et qui est vraiment fait pour ça crée un entêtement. C'est fascinant en fait. La croix gammée, les aigles, les couleurs, le noir, le rouge, le blanc, c'est extrêmement bien fait, mais à tel point qu'aujourd'hui beaucoup de gens continuent à être fascinés en fait par graphiquement ouais. par ça. Vraiment, ça a été vraiment très très bien pensé. Là. Même les uniformes, tout, il y a un truc, c'est gobos, hein. Oui, c'est les uniformes. Et tout ça, on sent aujourd'hui, par exemple, il y avait énormément de bandes dessinées, je trouve que les gens, on sent que, ou même dans les films, on sent qu'on continue à être fasciné par ça et que beaucoup de gens aiment bien dessiner, en fait, ces trucs-là. Et moi, je trouve que on participe toujours à la transmission, en fait, de ce qu'a été le nazisme, mais la fascination du nazisme. Et ça, il ne faut pas. Moi, je pense. Donc, il faut effacer ça. Il faut se dire non, ça c'est moche. Il faut pas être fasciné en fait par ce graphisme, parce qu'il est fait pour ça. Et donc, moi qui suis dans l'image, qui raconte une histoire en image, je veux justement montrer que ça, c'est plus en fait quelque chose de très néfaste. Donc, il vaut mieux le traduire à travers en fait des masses noires et voilà quoi. Après, symboliquement, il y a aussi, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il y a un nazi, on voit simplement une fois. À un moment, il parle avec un soldat. nazi, tiens, et en fait. Voilà, on voit une seule fois, on voit un uniforme SS, là, mais en fait, il se trouve que c'est pas un Allemand, c'est un Belge. Et ça me paraissait important. Et parce qu'à ce moment-là, il s'humanise un petit peu parce qu'il reconnaît Spirou, donc il l'appelle et il y a un semblant d'humanité. Mais bon, j'en dis pas plus parce que. Voilà. C'est jouer aussi avec ce code en fait. Ah oui, en fait je suis arrivé à la fin et je me suis dit tiens, on n'a pas parlé de Spip. Alors du coup les sujets sont tellement graves quand même à évoquer que... Mais en fait ce qui est intéressant dans ta narration, c'est que comme on est dans un Spirou réaliste, tout de suite on ramène Spip à son état d'animal de compagnie et c'est plus le Spip qui... Mais par contre des fois il aide quand même, il va créer des diversions, des trucs, mais ça reste un animal.
Mais en fait, il a un rôle très très important, mais il est tellement important que le reste du temps, il faut l'effacer totalement. Mais je peux pas raconter sinon je D'accord. spoil. Ah bah non, alors ne me dis pas alors. Non, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire, en fait, alors déjà, moi, comme je raconte souvent, il y a beaucoup de. Moi, quand j'étais gamin, quand je lisais Spirou, je me disais, mais pourquoi il parle celui-là? Ouais. Pourquoi il pense ce pipe? Je trouvais ça un peu bizarre parce que. Je raconte. Comme Milou pense, comme Idéfix pense aussi. Alors, mais ça, c'est des chiens. Ouais. Moi, j'avais un chien et j'avais l'impression qu'il pensait. Quand je le regardais, il parlait, il se passait quelque chose dans ses yeux. Et que je raconte que j'ai des copains qui avaient des hamsters ou des cochons d'Inde et il se passait pas grand-chose. Alors, même Rantanplan pense à l'envers, mais il pense quand même. Et alors, du coup, je me suis dit, bon, bah, d'accord, ok, admettons que l'écureuil pense aussi, il n'y a pas de problème, mais. Alors pourquoi le marsupilami, lui, il pense pas? Pourquoi est-ce qu'il a un comportement animal? Pourquoi est-ce qu'il fait ouba, c'est tout? Et on se dit, bah, pourquoi lui pense et l'autre non? Alors il faudrait me l'expliquer. Donc à partir de là, c'est ce que j'ai cherché à faire dans le premier album, dans l'ingénu. Dans l'ingénu, ouais. D'où vient cette conscience de l'écureuil. Mais ça reste quand même un mystère pour moi, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans cette nouvelle histoire, bah, il reste toujours très discret. On voit, il est là, mais si vous le regardez bien, en fait, il écoute, il suit un petit peu. C'est un grand malheur pour lui. Il a une conscience, il est dans un monde d'humains et ça va être un traumatisme. Oui, bien sûr. Ouais. Imagine-toi un jour une espèce de conscience qui t'apparaît au milieu en fait, de gens qui dominent la planète, qui sont en train de tout détruire et qui s'entretuent, enfin des vrais sauvages, quoi, enfin des barbares. Et toi, tu es là avec ta conscience et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Voilà. Donc, qui se rattache à Spirou, voilà. Puis à Madeleine aussi, du coup, qui est. Bah oui, parce qu'elle l'a guéri. Elle l'a guéri, donc à partir de là, on s'attache aux gens qui guérissent. Ouais. Mais l'idée, par rapport à Spip, c'est ça, il est toujours Spip est toujours un peu dans le traumatisme de cette prise de conscience, quoi. Donc c'est pour ça qu'il reste discret, il va pas tout de suite intervenir, sortir les bonnes petites blagues. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, donc voilà, donc il a sa place, mais on verra ça plus tard. Et voilà, et d'ailleurs, ça c'est pour un truc, je ne sais pas si vous avez lu l'Ingénu, le journal L'Ingénu. Je crois tellement peu en fait à la conscience de Spip que si vous regardez bien, c'est un truc que je vous offre, c'est une lecture que je vous offre, c'est que en fait, si vous regardez bien, en fait, chaque fois que Spip parle dans cette première histoire, hein, même quand il prend conscience, parce qu'il s'est électrocuté comme beaucoup de rongeurs, là, je ne sais pas si vous avez vu des lapins ou des hamsters, dès qu'il y a un câble, il s'est pris une châtaigne, et ça lui a créé sa conscience, un petit peu comme le monstre de Frankenstein, on va dire, enfin, comme on pensait au 19e que l'électricité pouvait donner en fait la vie, la conscience. Donc le truc, mais j'y crois tellement peu que si vous regardez, donc chaque fois en fait que le Spip parle dans ce premier album, vous verrez qu'avant en fait Spirou a bu une bière. Donc en fait, c'est ça. C'est peut-être la transposition de l'état de pensée en fait de Spirou. En fait, c'est le Jiminy Cricket de Spirou, ce Spip, qui est cet éveil en fait au monde, parce que dans le premier album, il s'éveille quand même au monde à travers en fait l'alcool, à travers la bière. Parce que c'est le début, voilà. Je pense que c'est peut-être ça en fait, Spip. C'est une image qui se fait de sa propre conscience en fait. Donc, voilà quoi. Voilà. En une heure, on a fait à peu près le tour, et puis on va pas te retenir plus longtemps parce que tu vas être un petit peu fatigué. Et juste, je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient des questions à poser à Émile avant qu'on clôture. Oui. Oui. Ah. Je sais pas s'il y avait quelqu'un derrière moi qui avait une question. En fait, moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus quelque chose que j'aime beaucoup dans ce Spirou qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale. C'est que contrairement à d'autres bandes dessinées qui se passent également dans la Seconde Guerre mondiale et qui mettent en scène des enfants, je trouve qu'il y a vraiment toute l'immaturité, l'enfantillage des enfants, et je trouve ça super touchant, et c'est vraiment quelque chose que je retrouve pas dans des bandes dessinées comme je sais pas, par exemple dans d'Ours ou Les Enfants de la Résistance, enfin des bandes dessinées comme ça. Et voilà, j'aimais beaucoup ce côté-là. Ben, merci beaucoup, merci. Je pense que c'est dû à souvent en fait
les adultes ou même les adolescents, et surtout les adultes en fait, idéalisent vraiment ce qu'a été l'enfant. Ils leur donnent une conscience trop mûre en fait aux enfants. Alors que ce qui est beau en fait dans l'enfance, c'est cette poésie qui vient de la candeur en fait, de l'immaturité. Et c'est là où ça devient drôle parce que ça part souvent en vrille. Et si on joue pas là-dedans, si on joue pas avec ça, ça devient très sérieux. Parce que encore une fois, c'est des adultes qui disent mais non, mais les enfants ont une conscience. Bien sûr qu'on en a une conscience. Bien sûr je parle comme si je suis un enfant. C'est pour ça que je me souviens très bien de mon enfance. Et c'est vrai que c'est une mise en situation. On leur fait penser des choses d'adultes, alors que les enfants ont leur univers aussi, et il est très riche aussi, et quand ils se confrontent à celui de l'adulte, c'est là où ça devient drôle. Mais quand on les fait parler trop sérieusement, tout ça, c'est fait par vraiment des adultes, et c'est souvent des adultes qui ont oublié leur enfance, en fait, je trouve. C'est ça le truc. L'enfance, c'est vraiment un truc rigolo. En fait, il disait qu'un adulte est un enfant qui a mal tourné. Oui, moi je dirais mais en fait il y a très peu d'adultes en fait. On vit dans un monde qui est complètement immature. Ceux qu'on appelle adultes, ce sont des adolescents attardés, hein, parce que ce soit des types comme Trump, comme Poutine, on en a plein depuis 20 ans ou plus. Enfin bon, des gens qui se prennent, qui ont un tel besoin d'exister comme un adulte en fait, qui cherche son identité, qui prend le pouvoir et qui veut pas le lâcher. C'est des adolescents vraiment qui n'arrivent pas à sortir en fait de cette adolescence en fait. Ils ont toujours besoin de prouver quelque chose, quoi, comme pendant l'adolescence. Et je dis, pour moi, un adulte c'est quelqu'un qui renoue avec son enfance, parce qu'il y a tout déjà dans l'enfance en fait. Il suffit en fait, bien sûr on est moins cultivé, mais au niveau de la sensibilité, de la réflexion, tout est là, et en plus c'est tout neuf, ça marche super bien. Et donc c'est dommage de ne pas voir ça. Et je pense que tous les adultes se feraient bien en fait on ne devrait jamais oublier son enfance, c'est ça surtout en fait. Ce passage à l'adolescence qui est très triste, parce qu'on cherche effectivement à trouver vraiment sa place en fait dans ce monde, fait que souvent beaucoup d'adolescents oublient leur enfance. Moi je sais que par exemple, moi j'ai fait un truc très moche dans mon adolescence, j'ai brûlé mes dessins d'enfants. Symboliquement c'est... Ouais. Et après évidemment j'ai regretté. Oui, je voulais savoir comment ont été accueillis les albums en Belgique. Pardon. Oui, comment ont été accueillis les albums en Belgique, et surtout, est-ce que ça fait venir vers vous des gens qui ont apporté des témoignages sur leur enfance? Alors, les gens sont assez âgés aujourd'hui, oui, mais moi, je sais que mon père est né en 32. Alors, il n'est pas belge, mais par contre, il a connu les années de guerre. Effectivement, il est toujours vivant, et c'est un truc c'est assez intéressant de voir, effectivement, comment un enfant peut garder des souvenirs impérissables et en même temps très enfantins de cette situation-là. Moi, j'ai ce genre de témoignages à la maison. Je voulais savoir si en Belgique, on vous avait partagé ce genre de choses. Oh bah oui, énormément. Les Belges, ils sont très contents en fait de ce Spirou. Il y avait même un Belge qui m'a dit « C'est quand même bizarre que ce soit un Français d'origine espagnole qui nous apprenne notre histoire. » Mais non, ils sont ravis. Il y avait un journaliste aussi qui m'a dit, avec la scène de la bagarre entre les scouts catho et les... Alors, c'est pas... C'est les flamands, ouais, les flamands. Il m'a dit, c'est marrant, on a du mal à expliquer ça aux enfants, et là, juste avec une bagarre, en fait, en quelques dialogues, on comprend tout de suite ce qui se passe, en fait, ce côté racial qui n'a aucun sens, parce que les Wallons, il y a des blonds aux yeux bleus, enfin bon, bref. Voilà, il se disait, c'est marrant, ça fonctionne très bien, quoi. Et le fait, en fait, qu'on puisse en fait apprendre aussi ce genre de choses à travers en fait leurs médias et la bande dessinée, parce que pour moi c'est quand même en Europe, c'est eux qui ont vraiment, c'est pas qu'ils l'ont créé, mais enfin ils ont quand même fait un travail énorme. Je sais pas, ils sont très contents, très fiers. Ouais, et moi je suis ravi. non, c'est super. Belgique, le roi va m'adoulir un jour. Une question éventuellement? Moi, du coup, j'en ai peut-être une pour revenir à la bande dessinée en elle-même. Je suis plutôt un amateur de bande dessinée, même si on est dans un lieu d'histoire. Ça marche mieux. Ah oui.
On n'a pas beaucoup parlé de la couleur, de la mise en couleur. Mmh. Déjà, c'est la première partie de ma question. Et puis la deuxième, une fois ou deux, tu as dit « on ». En fait, ça veut dire que dans cette immensité de travail, en fait, parce que c'est quand même énorme le travail qui a été fait, quelle est la place de la solitude de l'auteur dans la bande dessinée? Comment ça marche? Est-ce que tu as eu besoin d'aide? Voilà, j'avais envie de savoir un peu tout ça. Alors pour la couleur, c'est Fanny Belmois, elle a fait un travail fantastique. Elle s'imprègne vraiment de l'époque et c'est, voilà, moi je suis toujours surpris comme une plonge. Alors bon, pour le côté technique, c'est du numérique, hein, elle fait pas ça avec sa gouache, voilà, mais c'est vrai que c'est super déjà pour parler. Hein. Et ensuite, pour la solitude, moi je suis quelqu'un de très sociable, je suis rarement seul, donc moi ça me parle pas trop en fait. Je disais tout à l'heure en fait un truc qui me paraît très important. Moi quand je fais une bande dessinée, je m'amuse, je fais ça pour m'amuser aussi. Il faut, même si c'est dramatique, j'ai envie de dire des choses, mais je le fais aussi. Je sais pas si vous voyez, mais chaque fois qu'il y a des moments dramatiques, j'essaye toujours de désamorcer, quoi, de mettre toujours de la comédie. Pour moi, l'exemple type, c'est Charlie Chaplin. Il nous fait rire et en même temps, il peut nous tirer les larmes. Et c'est fantastique de faire ça. Pardon. Et donc, moi, faire une bande dessinée, d'abord, déjà, je me prends pas au sérieux dans la vie. Donc, en faisant de la bande dessinée, si je me prenais au sérieux, donc ce côté solitude et tout ça, en fait, ça me parle pas du tout. Pour moi, c'est du jeu. Je disais tout à l'heure, en fait, créer, c'est un mot d'adulte. La même chose pour les enfants, ça s'appelle jouer. Et c'est pareil, en fait. Quand on crée une histoire, si on pense à son enfance, on le fait de la même façon que quand on jouait, que ce soit tout seul dans sa chambre avec ses figurines, avec ce qu'on veut. Mais des fois, moi je me souviens, j'étais capable de jouer avec n'importe quoi. Enfin, il y a un truc qui traînait, c'était un vaisseau, bref. Ou que ce soit avec ses copains. Alors je parle pas de jeu avec des règles, hein, je parle pas de jeu de foot ni de PlayStation, hein, c'est pas ça du tout. Mais quand on se met à jouer entre nous, quand on jouait, je sais pas, au cow-boy ou à n'importe quoi, enfin, on s'imaginait, on y croyait, on vivait les scènes, et on les jouait, et tout le monde avait son rôle, et ça c'était très excitant, et on était heureux de notre journée, parce que quand on rentrait le soir, on était crevé, il s'était passé quelque chose dans notre vie, et qu'est-ce qu'on avait fait? On avait juste joué, mais pourtant on avait créé tout un univers. C'est exactement ça aussi la création, on rentre dans son univers, on s'amuse. Bon, le problème c'est pas un problème, mais la différence c'est que ça se passe dans notre tête, c'est tout, mais tout se déroule de la même façon, on s'amuse, et ça c'est la particularité de l'homme, et c'est le problème en fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait on vit dans des sociétés qui cherchent en fait à effacer cette liberté en fait d'imaginer, qui est celle de l'enfant. C'est comme le dessin, c'est pareil. Le dessin, on est là, vous me voyez dessiner, vous trouvez que c'est incroyable, c'est super hein, quand même, j'ai du talent et tout. Le dessin, vous avez tous commencé par dessiner avant de savoir écrire en fait. La première chose que vous avez fait en fait quand vous étiez enfant, dès que vous avez pu tenir un crayon, c'est de dessiner. Mais pourquoi? Parce qu'on s'exprime avec ça, c'est notre façon de nous exprimer. Si on faisait bien les choses, si on nous éduquait bien, on nous apprendrait en fait que l'écriture en fait qu'on utilise en fait vient du dessin. Bien entendu, l'écriture n'est pas sortie comme ça. En fait, elle vient pas de nulle part. Ce sont des dessins. Tout ce qu'on fait, notre expression, elle est dessinée. C'est un truc naturel chez l'homme. Donc c'est pas. Le problème, c'est qu'encore une fois, on vit dans des sociétés où on efface ça. On a complètement perdu le lien entre l'écriture et le dessin. De la même façon que vous avez coupé ce lien, vous, avec cette enfance où vous dessiniez. De la même façon qu'on a coupé le lien, en fait, entre, même dans notre histoire, parce qu'on parle d'histoire et on parle de préhistoire. Rendez-vous compte, la préhistoire, c'est quoi? On parle d'histoire à partir du moment où on a inventé l'écriture. C'est à l'invention de l'écriture. Mais de quelle écriture on parle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant? Nous, avant, c'était des dessins. Non, je suis désolé, c'était de l'écriture, était graphique. On a décidé au 19e siècle que l'histoire commençait à l'invention de l'écriture, mais l'écriture, déjà, qui était incompréhensible. C'est-à-dire quand c'était en fait des codes qu'on ne comprenait plus. Si vous allez en Asie, les idéogrammes, je suis désolé, en fait, on les comprend encore. On comprend que ce sont des dessins, des représentations. Il n'y a pas cette rupture, en fait.
Et c'est ça en fait qui me gêne toujours, c'est de penser que tant qu'on vivra dans une société qui considère le dessin comme quelque chose de puéril, on va dire, ou de primitif, on n'avancera pas, parce que c'est comme ça que je dis en fait, c'est ce lien qui coupe l'enfance du monde adulte. C'est c'est un monde d'adolescents attardés qui était le 19e siècle, donc c'est vraiment ça. Hein. Moi je pense que le 19e siècle c'est un siècle terrible, parce qu'on s'est mis à apprendre, c'est l'héritage des Lumières, d'accord, mais on s'est mis à apprendre de la science, mais on a pensé qu'en fait on était vraiment Dieu, quoi, et on a créé en fait tout un tas de normes desquelles en fait on a du mal à se séparer encore aujourd'hui, et voilà, et notamment celle-là, et celle qui coupe en fait, on se dit avant on était des singes, aujourd'hui maintenant on est aboutis, c'est pas vrai, on est encore des singes, on est des singes, mais comme c'est pas permis, quoi, et il faut en finir, et pour ça il faut s'éduquer, et ce genre en fait d'a priori qu'on nous enseigne, ça va pas du tout. L'écriture, et en plus l'écriture, il faut comprendre que l'écriture dessinée, enfin le dessin, c'est le langage universel. Vous allez dans un pays, vous savez dessiner un petit peu, vous prenez une feuille de papier, vous expliquez tout ce que vous voulez, mais c'est très simple. Moi, je me suis retrouvé dans des pays où on ne parlait pas la langue, j'ai pas mal voyagé. Vous prenez un papier, un crayon, et c'est parti, et vous communiquez. Et c'est pas des dessins difficiles, juste des petits graphiques. On peut comprendre, dessiner un bonhomme, ça peut aller très très vite. Et la personne vous répond aussi par des petits dessins. C'est une écriture universelle, et en plus, en fait, ça fait vraiment partie de nous. On n'est pas avec un piano, on n'est pas en fait comme on n'est pas musicien, mais par contre, dessinateur, on est tous dessinateurs. Mais le problème, c'est qu'on nous force à abandonner ça parce qu'on trouve ça puéril. Et c'est pas incompatible avec l'écriture, le dessin en plus. Non seulement l'écriture vient du dessin, mais en plus de ça, c'est pas incompatible. Et ça sert à s'exprimer. C'est quelque chose de magnifique. C'est un mode d'expression naturel qu'on devrait tous utiliser. Moi, je dessine comme ça parce que j'ai jamais laissé tomber, c'est tout. Si personne n'abandonnait le dessin, tout le monde dessinerait au moins comme ça, parce que ça, c'est pas du dessin artistique, la bande dessinée, c'est des codes, c'est juste des codes. Si vous voyez un Tintin, c'est juste une boule avec 2 yeux, c'est rien. Ça ressemble pas à un humain. Enfin, c'est une caricature, c'est même pas, c'est un schéma d'être humain. Et avec ça, on exprime énormément de choses. C'est pas compliqué à dessiner, Tintin. C'est parce que ce sont des codes. Ces codes, ils s'apprennent. Et ça s'apprend comme de la musique, comme tout, comme n'importe quelle chose, quoi. Et c'est pour ça que je dis, c'est quand même dommage que ce qu'on a, nous, à la base, en tant qu'humains, on puisse en fait l'effacer comme ça, parce qu'on trouve ça puéril. La puérilité, c'est le contraire. C'est ce que je disais. Un monde en fait qui a ce genre d'idée est un monde immature. Donc pour moi, celui qui se considère adulte en pensant ça est un adolescent attardé quelque part. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc voilà, c'est vraiment dommage, quoi, de se couper de ça. Et moi, je continuerai à défendre. C'est pas la bande dessinée, parce que la bande dessinée, encore une fois, moi je dis pas que c'est un art en fait. C'est un art peut-être, mais c'est pas au niveau du dessin. C'est au niveau en fait de l'écriture. C'est un moyen d'expression. Voilà, que ce soit par l'écriture, qu'on s'exprime par l'écriture ou par le dessin, pour moi c'est la même chose en fait. Vous voyez ? Donc, moi je dis souvent, en gros, dans notre métier, il y a plein de gens, il y a plein de BD qui sortent tout le temps, il y a plein de dessinateurs. Mais un dessinateur, c'est pas forcément un auteur. C'est ça le problème, c'est qu'on met en avant, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens en fait qui font du dessin, ils disent tu fais de la BD. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on a quelque chose à dire. On sait tous écrire ici, c'est pas pour ça qu'on est tous écrivains. Alors s'imaginer qu'en fait avoir l'outil, c'est-à-dire le dessin, et devenir un auteur de bande dessinée, c'est pas possible, ça marche pas. C'est pas vrai en fait. La plupart en fait des auteurs de bande dessinée ne sont pas des auteurs, sont des dessinateurs de bande dessinée qui sont au service, c'est-à-dire c'est l'outil, le dessin, au service en fait d'un scénario qui est apporté par quelqu'un qui arrive. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des bidons. Mais l'écriture dessinée, je pense que parce qu'on n'a pas compris que c'était un outil de base. Si on avait compris dès le départ que c'était un outil de base, il y aurait beaucoup plus en fait d'auteurs de bande dessinée qui se révéleraient, quoi, parce qu'ils utiliseraient cet outil qu'on a à notre naissance. Et c'est tout bête, quoi. Vous voyez, c'est juste de l'écriture graphique. Et ça, c'est très difficile à faire passer, parce que même au niveau professionnel, parce que, encore une fois, il y a une telle fascination pour les dessins.
C'est hyper bizarre quand même, parce que de penser qu'un enfant, quand il dessine, ça paraît normal. Après, on lui dit stop, arrête de dessiner. Mais ensuite, quand on voit un adulte dessiner, on trouve ça incroyable. C'est juste un enfant qui a continué à dessiner, c'est pas autre chose. Et ça, c'est quand même bête, en fait, que cette société, en fait, fasse ça. Parce que sinon, je vous assure, vous seriez tous dessinés si vous n'aviez pas arrêté. C'est évident. Donc, Juste, Émile, si tu permets, tu parlais de mise en page tout à l'heure, et tu disais qu'il se passait toujours, il faut toujours qu'il se passe quelque chose à la dernière case en bas à droite. Oui, il vaut mieux. Voilà. Alors, comme tu as dit, les Belges étaient sympathiques, les Français ils sont râleurs, ben moi je vais râler, parce que faire ça à tes lecteurs à la dernière page. Première page du tome 3, faire ça à tes lecteurs, je trouve ça vraiment scandaleux. Mais c'est pas fait exprès. Non, mais en fait, en plus, c'est vrai, au départ, l'espoir, malgré tout, c'est une histoire, comme je vous l'ai dit, là, j'ai tout écrit d'abord. Donc pour moi, en fait, c'est une histoire en fait, écrite en 3 chapitres, qui ont chacun un sens, en fait, si vous regardez bien, et une conclusion. Et il fallait qu'à la fin de chaque chapitre, il fallait un départ en train vers l'Est. Un premier, en fait, qui avorte tout de suite, un autre où le train part, et le troisième où il part vraiment, enfin, où le train... Et c'était important, c'était cette idée, en fait, que la mort se passe à l'Est, en fait, en gros, enfin... Bon, bref, je l'ai construit comme ça, mais ce qui fait que, bah, évidemment, oui, c'était une fin de chapitre. Je veux dire, le bouquin en entier, il devait faire 330 pages, et puis après, bah oui, une fin de chapitre, mais la suite est juste à côté, quoi. Sauf plutôt que de faire ça, plutôt que d'attendre 8 ans ou 9 ans pour sortir un album de 330 pages, mon éditeur, je pense qu'il a eu raison, il s'est dit, bon, bah, à chaque chapitre, faisons un album, comme ça, au moins... C'est pas plus mal, parce que comme ça, on a des retours et on sent que les gens aiment. Et alors, du coup, ça nous enthousiasme pour faire la suite, quoi, parce que sinon, pour un travail de 8 ans, je pense que je serais devenu fou. Ouais, c'est la première fois en plus qu'il y a une aventure de Spirou comme ça qui se poursuit sur 4 albums vraiment. Ouais. Ensemble, hein. Enfin, après, il y a eu des. Franquin a fait L'ombre du Z, les Z comme Zerblud, oui. Mais ça suit plus ou moins. Mais encore une fois, c'est parce que c'est la même histoire. C'est juste la même histoire, quoi. Donc, c'est normal. Mais c'est pas pour faire souffrir que je fais des cliffhangers. On a bien senti que c'était aussi le temps de l'occupation quelque part en fait. Ouais. L'histoire avance derrière. On sait que les Allemands, on sait où ils sont, on sait voilà, où sont les alliés à chaque fois. Vous savez. Ouais, nous on sait. Mais, Puis c'était le truc crescendo, ce qui était amusant. C'est pour ça que je parle de... Ça m'amuse en fait, ce genre de truc. Quand on dit, le premier album, on se dit, allez, on fait Fantasio, il part en Allemagne travailler. Et on sait très bien que les gens vont dire, oh là là, il en a fait un collabo. Non, c'est pas un collabo. À cette époque-là, on pouvait partir en Allemagne pour travailler, personne ne nous disait rien. Même en France, c'était même encouragé, puisque, comme je dis, pour 3 ouvriers qui partaient en Allemagne, on libérait un prisonnier français. Donc voilà, c'était même quelque chose de très patriotique de partir bosser en Allemagne. Donc voilà, c'est une histoire d'en parler. Alors déjà, voilà, le premier cliffhanger, c'est celui-là. Le deuxième, c'est oh, Spirou par Auschwitz. Oh. Donc c'est terrible. Là, c'est terrible. En fait, c'est monter le curseur. Et puis là, évidemment, le troisième, c'est oh mon Dieu, il y a un train qui part, de déporter, le pont va sauter. Enfin bon, c'était de monter toujours à chaque fois. Ça est crescendo là, que ça vous dit oh. Bon, heureusement qu'il n'y a pas à la fin, ce sera une fin normale, tranquille. Mais bon, voilà. Mais c'était amusant. Je joue, comme je vous disais, moi je joue dans ma chambre avec mes... Il faut que ce soit étonnant. Voilà, j'adorais les trains quand j'étais petit. En fait, j'avais un train électrique, j'aimais avec mon diorama, tout ça. Et voilà, mais je m'amuse quoi, avec mes petits éléments. Il faut étonner, sinon on s'ennuie. Oui. Donc voilà quoi. On a le temps pour une dernière question du coup ? C'est tout de même un immense prétexte pour rebondir sur la période actuelle, non ? Oui, ça fait il y a quand même un certain nombre de cases qui sont assez expressives, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Comme je disais, rappeler que les frontières étaient fermées, même pour la Belgique, en 1940, alors que tout le monde est en guerre, quoi. C'était incroyable. On se dit, quand on en arrive là, qu'est-ce qu'il faut espérer de nous, quoi. C'est terrible. Qu'on évolue en 50 ans. Il y a un boulot, quoi. Bon. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à remercier Émile.